Bon, ben, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où, encore une fois, aujourd'hui, on va regarder la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu et comment la théorie de l'évolution a pu influencer ce monde de manière assez dramatique. Pas le fun. On va dire démoniaque, parce que c'est vraiment on va utiliser les vrais termes. Donc, la réalité de la création de Dieu, la théorie de l'évolution et l'eugénisme. On en a parlé souvent quand on s'en venait sur c'est quoi ça l'eugénisme, on rentre là-dedans. Donc, toujours avec l'origine des espèces qui a influencé beaucoup de ces choses-là. Donc, l'eugénisme est un dérivé de ce que Charles Darwin a fait avec son livre L'origine des espèces. C'est ce qui a influencé et Auschwitz, on connaît bien. Donc, de Darwin à l'eugénisme, on est rendu là. Henry H. Goddard. Qui est ce type? C'est un Américain. Donc, Henry Goddard, né le 14 août 1866 à East Vassalboro, dans le Maine, aux États-Unis, était fasciné par l'intelligence humaine. Alors, lui, il en a manqué un peu, vous allez voir. Basé sur des idéologies eugénistes en 1910, donc basé sur des idéologies eugénistes qui viennent de la théorie de l'évolution. En 1910, il présente une contribution à la convention annuelle de l'Association américaine pour l'étude des troubles du développement. Donc, il est super intéressé par l'intelligence humaine, mais ce qu'il étudie surtout, c'est la bassesse de l'intelligence humaine, les plus bas de la société en intelligence. Ben oui, mais il va même les catégoriser. Tu vas voir ça, là, c'est spécial. Il propose notamment de définir un système de mesures. Voyez-vous, il veut catégoriser les stupides de ce monde, qui permet, via des tests, de classer les personnes avec des déficits intellectuels. Donc, on va classer ceux qui ont des déficits intellectuels en se basant sur leur quotient intellectuel, leur QI. Déjà, je pense que lui doit penser qu'il a un QI plus fort que les autres, qu'il est plus intelligent que les autres, déjà pour arriver à cette conclusion-là, que lui est en mesure de classer les autres. C'est assez particulier. Donc, tu sais, quand tu vas passer une entrevue, des fois, puis ils vont te donner un test pour faire l'entrevue, ben souvent, ce genre de test-là que tu fais dans une entrevue, puis qu'après ça, ils donnent ça à quelqu'un qui est spécialiste ou expert en psychologie humaine, ben il va dire cet employé-là, il est bon, il serait bon dans tel truc parce que selon où il serait pas bon pour le type d'emploi que tu cherches, parce que selon les réponses qu'il a données, ben c'est des gars comme ça qui ont fait des tests de même. Le début du 20e siècle fut une période d'immigration record vers les États-Unis. Il y en avait des Irlandais, des Italiens, des Juifs, il y en avait plein. Les nouveaux arrivants venaient principalement du sud-est de l'Europe. Les eugénistes américains s'inquiétaient de l'influence de ces peuples inconnus. Tu sais, t'as un paquet de monde qui vient de partout, puis c'est du monde assez intelligent pour vivre parmi nous autres. C'est ça qu'ils voulaient savoir. Non, ça, on en reparlera probablement plus tard. Je ne sais pas si on va en parler. La Kallikak Family, c'est la famille qui devait être la famille typique correcte. Tu sais, qui faisait des manuels pour instruire les gens, pour les américaniser, pour qu'ils deviennent Henry Ford. Écoute, Henry Ford, lui, Ford Company, le Ford Motor, Henry Ford, il allait visiter ou il envoyait des gens visiter les maisons des gens qui travaillaient pour lui. Puis si leur maison était sale ou n'était pas salubre ou n'était pas assez américanisée au niveau des standards, ils coupaient leur salaire. Ah non, c'était un pourri. De son côté, Goddard voulait s'assurer qu'il n'y avait pas, selon sa définition, de crétins parmi eux. Donc, il faut éviter qu'il y ait des crétins. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la photo de gens qui devraient être dans un hospice parce qu'ils ont des problèmes mentaux, puis c'est des choses qui arrivent. C'est marqué « The feeble-minded breed feeble-minded, we pay the cost ». Donc, les faibles d'esprit engendrent des faibles d'esprit, puis c'est nous autres qui payons les coûts. Mais comment éviter les coûts à payer quand il y a des faibles d'esprit? Ben, tue-les. Tu viens de te débarrasser du problème qui coûtait de l'argent. Et ça mène à ça. Il a donc contribué à mettre en place un programme de tests au centre d'accueil des immigrés d'Ellis Island en 1913. Donc, l'immigration se passait par là, à New York, dans un port.
Là, ils donnent certains standards à suivre. Ils mettent des agents. Il dit, si tu dénotes telle chose sur la personne physiquement, mais là, à côté, on va faire des tests. Donc, on va faire des tests, puis s'ils sont pas assez intelligents, ils risquent d'être un problème social, on va y retourner dans leur pays. Donc, Ellis Island, le port de New York, ce programme devait permettre aux officiers d'immigration d'identifier l'état intellectuel des personnes pour qui il y avait un doute à cet égard. Regroupant les personnes atteintes de troubles cognitifs en 3 grandes catégories. Donc, il a divisé ça en 3 catégories, puis en subcatégories ou en sous-catégories. Idiots, imbéciles et faibles d'esprit. Les faibles d'esprit étant les moins graves. Il y en a des pays que les autres. Godard ajouta un terme, une catégorie à cette série en empruntant une racine grecque signifiant ennuyeux ou insensé. Et il a inventé le terme crétin ou en anglais moron. Un moron. On lance ensemble en français. Donc, en bas de l'échelle, tu as l'idiot. Lui, là, il est à peu près capable de manger et d'aller aux toilettes, c'est à peu près tout. Tu as l'imbécile de bas grade, qui, lui, il est capable de faire des petits travaux manuels. Tu as l'imbécile médium. Tu sais, lui, il est capable de faire des travaux manuels, mais n'en dis pas trop. Là, tu as l'imbécile de haut grade. Ça monte tranquillement. Elle est capable de faire des travaux manuels complexes. Mais tu as le moron. Le moron qui est au top. C'est le meilleur de la gang, c'est le moron. Lui, il est capable de faire des travaux qui requièrent du raisonnement et du jugement et des travaux manuels. Donc, comment dit, la classe sociale moyenne dans un pays industrialisé où les gens travaillaient manuellement. C'est toute une gang de morons. C'est fun, hein? Ben, toi, t'es un moron. Ouais. T'as déjà travaillé dans une usine? T'étais capable de faire des affaires manuelles? Puis t'étais capable de faire des affaires que ça prenait un petit peu de jugement? T'étais un moron. Félicitations, t'es au top de l'échelle. Toi, tes briques, ça va bien quand tu mets des briques? Devine qu'est-ce que t'es. T'es un moron. Ouais. Hey, toi, dans la construction, comment ça va? T'es un moron. Ça va bien, hein? Ben, c'est ça. Moi, je suis mieux que vous autres. Moi, je pousse une souris, puis faut que je me sers de mon intellect, tu sais. Ouais, parce que je parle à des clients. Moi, je suis le chef des morons. C'est différent. Non, mais c'est à peine possible. Là, vous savez, à cette heure, quand quelqu'un va dire moron, tu sais que ça vient. Incroyable. Mais je pense que c'était lui le moron, moi. Donc, ainsi donc, il y a 100 ans, être traité d'imbécile pouvait vous valoir une expulsion du pays ou un envoi dans une asile psychiatrique. Tu sais, ça fait penser à la fameuse expression qu'on disait hey, « t'es un mongol ». Hey, non, on peut plus dire mongol, c'est un trisomique, c'est pas correct de dire mongol, c'est comme un jugement, c'est comme dire quelqu'un qui est petit, tu peux pas dire un nain, tu dis une personne de petite taille. Et quoi la différence? Je sais pas trop. Mais grosso modo, parce qu'un nain, c'est une personne de petite taille. C'est ça la définition au début. Fait que là, à Star, si dans un cours d'école, ils disent plus, hey, t'es un mongol, ils disent, ah, t'es un trisomique. Bon, ce qui c'était pas l'insulte est devenu l'insulte. Ça change rien. Ça change rien. Ouais, c'est une étiquette, c'est juste ça. Puis de toute façon, c'est juste des noms. Ça fait rien. Pour Godard, ces crétins, ces morons représentaient une menace sérieuse. Pourtant, il est au top de l'échelle. Ils sont capables de raisonner, les morons sont dangereux, là. Pas tu raisonnes trop. Quand tu raisonnes, tu es dangereux socialement pour l'élite. Ah, spécial, hein? Moi, ça? Oui, effectivement, voilà. Mais de 1910, fait que ça compte plus. Selon ses affirmations, il existait un lien entre un faible niveau d'intelligence et un comportement criminel. Il s'inquiétait de la qualité du stock. Ben, c'est vraiment le terme utilisé, donc le bétail humain américain. La masse, c'est le stock.
Le bétail, c'est ce qui amène de l'eau au moulin. C'est eux autres qui travaillent, c'est eux autres qui font vivre l'économie, c'est eux autres qui achètent, qui dépensent. La masse, donc la moyenne ou l'average, la population moyenne. Et quand on parle de stock, quand on voit Auschwitz, quand ils descendaient des trains, les Juifs, toutes ces choses-là, ben, ils mettaient un tatou dessus, comme un stock. Donc, c'est du bétail. Sincèrement, cet esprit-là prévaut encore. On a tout un numéro d'assurance sociale, puis on est tous vus comme étant des contribuables, des vaches à lait pour un système. Ça n'a pas changé. Donc, ce que tu vaux vaut plus que ce que tu es. Ce que tu peux rapporter vaut plus que ce que tu es en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Goddard était un membre éminent du mouvement eugéniste qui a prospéré au début du 20e siècle en Amérique. C'est épouvantable ce que je vous annonce. C'est tout. On parle déjà du passé, des choses qui sont vraiment arrivées, là. Je suis pas en train d'inventer ça. C'est pas une invention. Vous allez trouver ces informations-là. J'ai beaucoup de recherches. J'ai beaucoup plus de recherches et de connaissances que ce que je vous offre. Mais ce que je vous montre, c'est un condensé, un résumé de ce que je suis capable de trouver pour vous amener à comprendre le monde dans lequel on vit, puis que comprendre qu'on ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre un esprit puis des principautés, puis des puissances ténébreuses. Puis on ne doit pas laisser ces puissances ténébreuses-là dans notre chrétienté, dans notre dévotion envers Christ, par leurs influences, par leur lavage de cerveau, influencer nos standards pour qu'on amoindrisse nos standards. Nos standards devraient rester au niveau de ce que Christ demande. C'est pour ça qu'on devient l'ennemi. Puis éventuellement, ceux qui croient à un Dieu, un être invisible, hey, parler tout seul, prier à un Dieu qui n'existe pas, c'est qui le moron? C'est eux autres. Eux autres, le problème du système. On s'en va tranquillement là. Donc, étant de ce mouvement, donc l'eugénisme, il croyait que, et je cite le monsieur en question, le caractère d'une nation est déterminé principalement par ses qualités raciales. C'est important. C'est-à-dire les traits héréditaires, physiques, mentaux et moraux, ou de tempérament de son peuple. Donc, on parle de culture ici. Donc, c'est fun de voir ce que je disais tantôt un peu à la blague avant qu'on commence la présentation. Jesus Saves, une église avec un groupe du clan, du Ku Klux Klan. Ça se disait chrétien. Puis c'est pour ça que c'est important de laisser dire, Dieu dit ce qu'il dit. Faut pas qu'on tombe dans des hérésies qui vont faire en sorte qu'on va être un peu comme ces gens-là, étourdis dans nos doctrines, puis faire dire à Dieu, puis justifier nos voix, tout en s'appelant frère et en priant le Seigneur. Puis dans le fond, t'aimes pas ton prochain, quand dans la Bible, c'est clair. Aime ton prochain comme toi-même. Voyons donc. Tu penses-tu qu'on parle de gens qui aiment leur prochain comme eux-mêmes? Puis ça se dit de Christ, puis Jesus saves peut-être, mais toi, je suis pas sûr. C'est épouvantable. Donc, un abreuvoir qui a l'air d'une Cadillac pour les Blancs, puis un autre qui a l'air d'une urinoir pour ceux de couleur. C'est épouvantable. Aime ton prochain comme toi-même. Prêche l'Évangile à toute créature. C'est quoi le problème avec ça? Ça fait 2000 ans que ça n'a pas changé, puis c'était encore vrai, il y a 100 ans. C'est horrible. Cet esprit-là prévaut encore. Cet esprit-là est rendu subtil. On va en parler éventuellement. Henry H. Goddard et la sélection artificielle. Donc, Goddard espérait qu'une meilleure sélection pourrait débarrasser l'Amérique de ses faiblesses. Et quand on parle de ses faiblesses, hein, c'est ceux qui sont pas bons, ceux qui ont les morons. Donc, l'American Eugenic Society, là, c'est marqué là-dessus, c'est marqué que tu sais, renseigne-toi parce que ça peut faire un impact que tu saches, dans le fond, que l'hérédité peut faire en sorte que tu peux affaiblir l'Amérique, la qualité du stock de l'Amérique. L'idiot n'est pas notre plus gros problème. Il est en effet répugnant. Néanmoins, puis souvent il vient d'un autre pays, hein, les idiots, fait qu'il était répugnant. Néanmoins, il vit sa vie et c'est fini. Il ne continue pas sa course avec une lignée d'enfants comme lui. C'est le type crétin ou le moron qui est pour nous notre plus grand problème, celui qui réfléchit le plus de la gang. Les méthodes de Goddard ont révélé un résultat étonnant. 40% des Juifs, des Italiens et des Hongrois testés étaient qualifiés de crétins. Ils étaient trop intelligents dans la gang, je ne sais pas trop.
L'année suivante, selon les méthodes de Goddard, les expulsions pour débile mental ont doublé. Tout ça grâce à ces bons tests bien établis, bien pensés, bien réfléchis, à cause de la théorie de l'évolution qui a mené jusqu'à l'eugénisme et un racisme systémique. Et mais Goddard, bien évidemment, on voit sa pierre tombale, il a fini à la même place que bien d'autres. Plus en enfer. Leonard Darwin. Leonard Darwin, le 8e enfant de Charles Darwin, succédera à son cousin Francis Galton en tant que président de la British Eugenic Society, actuellement Galton Institute. Entre 1911 et 1928, puis il restera président honoraire de 1928 jusqu'à sa mort, donc le fils de Charles Darwin. Inaugurant sa carrière en eugénisme, hein, il a déjà amené ça un step pas mal plus loin. Les études de Léonard l'ont amené à réfléchir à la relation entre l'économie et l'hérédité, voyez-vous. Là, c'est l'hérédité, puis le pays, puis l'économie, c'est tout le temps, hein, on te donne un pouce, tu prends un bras. Ça l'exagère tout le temps vers le mauvais sens, dans le mode du mauvais bord. Dans une lettre adressée au rédacteur en chef du New York Times, Léonard, en tant que président de la Société eugénique, a exposé sa vision des objectifs de l'eugénisme. Il dit « Nous souhaitons donc grandement accroître le sens des responsabilités en ce qui concerne toutes les questions relatives à la parentalité humaine. Il restera sans aucun doute toujours une classe tout à fait en dehors de toute influence morale. » Donc, les autres, tu sais, quand ils vont appeler le bien mal puis le mal bien, leur sens moral à eux, c'est des choses qui sont immorales. Donc, il dit ici, il restera toujours sans doute une classe tout à fait en dehors de toute influence morale, une petite proportion qui, s'ils deviennent parents, seront certains de transmettre quelques graves défauts mentaux ou physiques à une proportion considérable de leur progéniture. Autrement dit, faites pas d'enfants. Vous méritez pas d'avoir des enfants. Produisez-vous pas. Vous êtes des épais. Dans certains cas, la loi devrait, donc lui, il annonce ça, là, il propose quelque chose ici. La loi devrait intervenir. Donc, des fois, c'est la loi au Québec, ils disent, le gouvernement devrait faire quelque chose. Et tu veux du trouble, laisse le gouvernement faire quelque chose. Dans certains cas, la loi devrait intervenir quant à savoir s'il faut imposer la stérilisation chirurgicale, imposer par la loi une stérilisation chirurgicale à ces personnes. Ça veut dire que tu catégorises, tes étiquettes, puis tu stérilises, puis tu forces par une loi. Faut-tu être des malades, puis ils vont nous parler de sens moral? On est géré par des sociopathes. Ça n'a pas de sens. Il a ajouté, un contrôle suffisant doit être maintenu sur eux pour les empêcher de se reproduire. Dieu dit quoi? Reproduisez-vous, assujettissez la terre. Donc, exactement au contraire que ce que Dieu enseigne. Donc, ça va tous dans le sens de ce qui est démoniaque, diabolique et antichrist, parce que ça va dans le sens contraire des Écritures. Il termine sa lettre en écrivant que des lois qui régissent les pauvres devraient être appliquées de manière à ne pas encourager leur reproduction. T'es sur le BS, t'as pas le droit de faire d'enfants. T'as un revenu en dessous de temps que tu déclares depuis les 3 dernières années, t'as pas le droit de faire d'enfants. Quand ton revenu sera assez haut, on va te laisser permettre de faire des enfants. Qu'est-ce que le gouvernement a à voir là-dedans? Léonard fut président du premier congrès international d'eugénisme à Londres en 1912. Et je peux vous confirmer que le gouvernement, quand tu fais un enfant dans un pays maintenant, le gouvernement ne considère pas que c'est ton enfant, mais c'est à lui. C'est ça qui lui donne un numéro. En 1921, il prit la parole au 2e congrès international d'eugénistes à New York. En 1926, il a publié La nécessité d'une réforme eugénique, donc nécessaire, suivi d'un autre ouvrage intitulé Qu'est-ce que l'eugénisme? Là, on est-tu en droit? On peut pas même se poser des questions. Est-ce que c'est influencé par la théorie d'évolution de Darwin? C'est son fils, bon sang, qui succède à son cousin, qui lui tripait sur son cousin, cousin puis petit cousin, là, son cousin faisait.
L'eugénisme, ces théories-là il y en a des sans-dessins qui méritent pas de vivre, et nous autres, on est au top de la société, donc un esprit élitiste vient de la théorie de l'évolution. Puis qu'est-ce que Satan voulait faire? Il voulait s'élever au-dessus du trône de Dieu. Il voulait être l'élite. Donc, c'est un esprit satanique. Gwen, fille de George Darwin, enfin quelqu'un qui a du sens dans cette famille-là, nièce de Léonard, a décrit les violentes disputes qu'elle a eues avec son oncle au sujet de l'eugénisme. Donc, Gwendolyn Mary Darwin. Elle a été choquée lorsque l'oncle Lenny a envisagé une norme financière pour décider qui devrait être encouragé à se reproduire. En se pognant avec son oncle, elle a dit, t'es tombé un imbécile, mon oncle. Donc, hein, les pauvres, les moyens, les riches. Il aurait déclaré un homme qui peut gagner et conserver de l'argent montre qu'il possède les qualités essentielles à sa survie. Qu'est-ce que je disais tantôt? C'est quoi ton rapport d'impôt? On va choisir si tu peux. Ton compte de banque, on va choisir si tu peux faire des enfants. C'est un esprit extrêmement contrôlant. C'est un communiste, socialiste, marxiste. Ainsi, l'oncle Lenny croyait donc que les plus riches, tels les élites de la société, détenaient les aptitudes génétiques liées à la survie du plus fort. Et qu'est-ce qu'on voit là? Pas pour vous influencer, mais quand même, hein? Le Forum économique mondial, qui a aucun rapport en politique, quel que soit, mais c'est toutes des figures qui ont beaucoup d'influence politique qui sont là. Donc, on voit Bill Gates, on voit le roi Charles maintenant, roi Charles III, on voit Zuckerberg, on voit Trudeau. Donc, puis on voit la tombe de Leonard Darwin qui a fini à la même place que les autres. Puis aussi en enfer. That's all, folks. À la semaine prochaine. Dieu voulant.